Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Le dialogue avec vous au 39-21. Dans un instant, nous parlerons de SAV, le service après-vente nouvelle génération se fait maintenant sur les réseaux sociaux. Vous êtes mécontent, vous envoyez un message sur Twitter. Et vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Appelez-nous 39-21. Mais d'abord, Jean-Michel, on parle de cette grande enquête lancée dans les 550 maternités de France. Auprès de 16 000 femmes. Et donc, Béatrice Blondel, vous êtes responsable de cette enquête à l'INSERM. Vous nous avez expliqué pourquoi vous meniez cette enquête, ce que vous cherchiez. Et vous avez accepté de dialoguer avec les auditeurs d'Europe 1 et notamment avec Neïla. Bonjour Neïla. Bonjour. Vous êtes à Gujan-Mestras en Gironde. Oui, tout à fait. Et donc, vous étiez enceinte il y a quelques mois de cela. Et quelques années. Enfin, quelques années même, d'accord. Oui. Et qu'est-ce qui vous est arrivé? En fait, voilà, j'étais suivie par mon gynécologue à Sarlat, donc en Dordogne. Et en fait, à 6 mois de grossesse, mon accouchement s'est déclenché. Et j'étais à Libourne, en Gironde. Oui. Et donc, on m'a évidemment évacuée vers l'hôpital. Et là, je voulais accoucher absolument sans péridurale, par choix. Pas parce que je suis contre, mais je voulais avoir le choix. Mon gynécologue m'accompagnait dans ce sens-là. Et là, je me trouvais dans un énorme hôpital, parce que tous les hôpitaux en milieu rural sont fermés, évidemment, et donc il y a beaucoup d'accouchements. Et je me trouvais donc perfusée, allongée sur un lit, et avec un anesthésiste qui m'a carrément engueulée, excusez-moi du terme, mais en me disant, vous vous rendez pas compte, sans péridurale, vous allez souffrir, vous allez... Et moi, déjà, j'étais paniquée à 6 mois de grossesse, évidemment, d'accoucher. Et en position vraiment de faiblesse et de ne pas pouvoir lui répondre. Oui. Et ça a été violent pour moi, parce qu'on ne me laisse pas le choix. Le fait qu'on ne vous écoute pas et qu'on ne prenne pas en compte votre demande. Exactement. Et ça a été terrible. Et heureusement, l'accouchement, ils ont réussi à l'arrêter. Après, j'ai accouché à Sarlat dans de très bonnes conditions. Sans péridurale? Oui, sans péridurale. Là, on vous a écouté, là, d'accord? Ah, tout à fait. D'ailleurs, même pour mes deux, j'ai accouché à Sarlat pour ma première et ma deuxième sur le bassin d'Arcachon. Les deux sans péridurale avec des équipes de sages-femmes extraordinaires où on prend en compte justement, on a fait... C'est pas le fait de la péridurale, c'est vraiment qu'on ait le choix. Le choix, oui, je comprends. Et là, c'était vraiment l'usine. D'ailleurs, je suis restée même toute une nuit à Libourne et j'ai vu même personne et on est paniqué. On est à 6 mois de grossesse. Je n'avais personne autour de moi. J'étais toute seule. Et ça a été violent. Le rendez-vous avec l'anesthésiste qui est venu dans ma chambre, c'était vraiment, j'avais pas le choix. C'était comme ça. Et puis je me rendais pas compte. Et quelque part, je faisais un caprice d'enfant gâté. On vous culpabiliserait presque, oui. Restez avec nous, Neïla. Béatrice Blondel, c'est ce genre d'informations aussi peut-être que vous recherchez. Est-ce que les volontés des femmes qui accouchent sont correctement prises en compte par les médecins? La première chose que je dirais, c'est que quelquefois, l'activité dans les maternités, elle est extrêmement fluctuante d'un jour sur l'autre, ou d'une semaine à l'autre, et on peut se retrouver. Et un autre jour, on a un peu de temps. Et on peut se trouver dans une situation où il y a une très très forte pression, avec des niveaux d'urgence élevés, et une équipe qui va avoir du mal à être disponible et à répondre aux besoins de chaque, à la demande et à l'attente de chaque femme, et avoir le temps de soutenir dans une situation de stress comme celle-ci, parce que ça, c'est vraiment complètement dramatique, c'est tout à fait dramatique. Alors, ces enquêtes-là, elles sont faites à la demande du ministère de la Santé, mais elles sont faites avec des professionnels et les usagers. Et donc, il y a une rencontre entre toutes ces personnes-là pour définir des questions qui correspondent aux besoins actuels. Et notamment, il y a des questions sur la prise en charge de la douleur, et on demande qu'est-ce que les femmes souhaitaient comme type de prise en charge de la douleur avant d'arriver en salle de travail. Qu'est-ce qu'elles ont eu comme mode de prise en charge, et puis qu'est-ce qu'elles en pensent. Et notamment, on pose des questions très précises sur des prises en charge non médicales, du type utiliser une baignoire, utiliser un massage et des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Par ailleurs, on insiste aussi sur quels sont les projets des femmes quand elles arrivent à la maternité. On leur demande, vous aviez un projet, qu'est-ce que c'était, et est-ce qu'on a pu le prendre en compte. Un projet, c'est-à-dire par Votre exemple... projet de naissance, par exemple, de pouvoir choisir les positions pendant l'accouchement, de choisir le mode de prise en charge de la douleur et des choses comme ça. D'accord, très bien. Voilà Neïla, en tout cas, votre demande était fondée, qu'elle n'ait pas été prise en compte. Béatrice Blondel l'explique aussi peut-être par des particularités de... Oui, allez-y. Oui, je voulais juste saluer justement le docteur Joko de Sarlat qui, sur la prise en charge de l'accouchement sans douleur, a été vraiment à l'écoute.
D'accord. Et je voudrais vraiment saluer ce médecin qui fait aussi des accouchements avec péridurale, évidemment, qui a vraiment pris en compte ma demande. Et je trouve que c'est très important d'être écouté Écoutez, bien sûr. dans ce moment, surtout sur une première grossesse. On le comprend tout à fait. Voilà. Et voilà. Merci beaucoup Naïla d'avoir C'est apporté moi qui vous remercie. votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1 à propos de Je vous remercie. de cette enquête que mène le ministère de la Santé sur les accouchements. Et maintenant, qui est avec nous? Linda. D'accord. Bonjour Linda. Bonjour. Vous êtes à Paris? Oui, c'est ça, Paris. Voilà. Alors vous, dans quelles conditions vous avez accouché, Linda? Alors, moi, j'ai accouché dans la voiture, sur le chemin pour aller à la maternité. D'accord. Donc, j'ai pas eu trop le temps d'anticiper les douleurs et les contractions. Ça s'est passé à Paris, Linda? Comment? Ça s'est passé à Paris? Alors, oui, on est dans le 8e. C'était sur le chemin parce que je voulais absolument, pour des raisons de bonne prise en charge et de réputation, être suivie à l'hôpital privé d'Antony. D'accord. Et du coup, j'ai... Ah oui, donc vous êtes parti pour un petit périple qui Voilà. devait durer une demi-heure. Peut-être qu'il y a eu quelques Voilà. embouteillages à et du peine coup, 20 minutes pour y arriver, mais finalement, c'était... c'est un peu plus long que prévu. Ben non, le temps de trajet aurait été le même, mais ce que j'avais pas prévu, c'était que le bébé arriverait aussi vite. Hein. Et alors, ça s'est passé comment? Vous avez accouché donc dans la voiture. Ce sont des conditions quand même très particulières et difficiles. Oui, c'est vrai. Alors, j'avais des appréhensions parce que moi, j'ai déjà eu un accouchement avec péridurale. Oui. Et puis, c'est vrai qu'on ne sent absolument rien quand on a une péridurale. Donc, on est plutôt sereine en attendant bébé, en attendant la délivrance. Mais là, je me suis dit, je vais souffrir. Je vais vraiment souffrir. Et j'avais des petites contractions qui se sont transformées très très vite, en à peine 10 minutes, en très grosses contractions. Et j'ai souffert réellement pendant 10 minutes. Le bébé est sorti tout seul, en fait. Tout seul. Et mon mari a dû s'arrêter sur la route. Oui, ça on imagine. Oui, ça. Si en plus il avait continué à conduire, et c'est donc c'est lui qui vous a aidé à accoucher en fait. Bah oui, il y avait mon mari qui conduisait, mon fils de 10 ans qui était à côté. Dis donc, ils doivent s'en souvenir. Oui, qui voyait le bébé sortir. J'étais à l'arrière, dans une 3 portes. Donc, qui disait la tête est sortie. Donc, bon, mais moi, pour tout vous dire, j'aurais pas voulu être à la place de votre mari, Linda. Mais enfin, bon. C'est bien, mais du coup, moi, je ne pouvais pas penser. Oui, bien sûr. Justement, je ne savais pas comment ça allait se passer, mais le bébé sortait tout seul. Donc, moi, je ne savais même pas que le bébé pouvait sortir tout seul. Je pensais qu'il fallait pousser. Et donc, et puis surtout, j'espérais cette fameuse péridurale, la nouvelle péridurale qu'on. Peut-être que le bébé s'est dit, là je suis dans la bagnole, j'ai intérêt à faire vite, parce que sinon... là c'est clair. Et mon mari a eu juste eu le temps de s'arrêter. Oui, et c'était fait. On s'arrêtait dans une ville entre l'hôpital et Paris, c'était Vélizy. D'accord. Et devant un arrêt de bus, une gare routière. Et du coup, il a à peine ouvert la portière pour me voir, pour m'attendre, que le bébé est sorti, il l'a sorti avec ses mains, il me l'a posé sur le ventre. Quel âge il a maintenant, votre enfant, là, qui est né dans ces conditions? Il a une semaine. Ah, c'est tout récent, en fait, votre histoire. Ah oui, c'était la semaine dernière. Oui. Ah oui, moi je pensais que c'était un truc... Ah d'accord, c'est tout récent, d'accord. Il va bien. Il va bien, ce petit chou. Il va bien, avec une petite fille. C'est une petite fille. Très bien. Très bien, d'accord. C'est quoi son prénom? Camille. Camille, d'accord. Et donc, j'imagine que dans quelques années, vous lui raconterez les conditions dans lesquelles elle est venue au monde, parce que c'est pas mal quand même. Oui. Bon, restez avec nous, Linda. Béatrice Blondel, évidemment, ce genre d'accouchement, c'est quand même plutôt rare, on peut le dire. C'est vraiment rare. Des accouchements en dehors de la maternité, il y en a 0,5%. Donc c'est vraiment extrêmement, extrêmement rare. Et c'est une situation là qui nous est décrite, qui est un bon cas de figure. Mais ça peut être plus problématique. Ça peut être plus problématique, notamment quand on est vraiment loin de la maternité. Parce que là, il fallait encore parcourir quelques kilomètres, mais ça s'est bien passé et c'était proche. Mais effectivement, dans des femmes qui sont dans des zones très, très isolées, ça peut être vraiment problématique et il y a des risques plus élevés pour les enfants. Quand
quand on habite vraiment loin. Quel conseil on donne d'être prudent, enfin d'anticiper beaucoup les délais? C'est pas facile de savoir à quel moment on va accoucher. Non, tout à fait. Comme on le voit pour cette dame. Oui, c'est ça. On a quelques contractions. Oui, tout à fait. Et puis ça peut être très très rapide. Et notamment. Pour le premier accouchement, le travail est plus long, donc le risque est moins grand. Mais pour des femmes qui ont déjà accouché plusieurs fois, le travail sera plus court. Et donc, il faut vraiment anticiper et penser que ça peut être rapide et qu'il ne faut pas se retrouver au bord de la route, par exemple, en hiver. Alors, les chiffres, vous dites 0,5% d'accouchements hors des maternités. Ça fait quand même, il y a 800 000 accouchements, ça fait quand même 4 000 accouchements hors maternité quand même. Hein. Donc, en pourcentage, c'est peu, en nombre, c'est quand même pas mal. Hein. Il y en a alors, il y a des accidents, des situations accidentales. Hors des maternités. Il y en a qui sont programmés hors maternité, ça peut être dans un cadre très organisé au début, en lien fort avec une maternité. Bon, Linda, du coup, vous dites quoi? Que c'était un peu sur ma fiche, peut-être on nous surprotège, que vous pourriez même vous dire, on peut accoucher à la maison. Ben oui, si c'était à refaire, ou si j'avais un autre enfant, j'accoucherais peut-être à la maison parce que je trouvais que finalement c'était pas désagréable. C'est vrai qu'au moment de la sortie du bébé, j'ai eu un peu mal, mais j'ai mieux vécu que mon premier accouchement. Et une fois arrivée à la maternité, là j'étais vraiment pas bien par contre. D'accord. Je trouvais qu'il y avait de la prise en charge, mais c'était pas vraiment utile. En plus, on m'a bien fait comprendre que je n'étais pas toujours prioritaire par rapport à des naissances un peu plus compliquées, etc. Donc, je me sentais pas à ma place à la maternité en arrivant. Et en tout cas, votre dernière expérience vous amène à peut-être vous dire que si un jour il y en a un troisième, vous réfléchirez aux conditions dans lesquelles vous accoucherez. Vous faites une bise à Camille pour nous, bien sûr. Merci. Voilà, et c'est une jolie histoire et je vous remercie de l'avoir racontée sur Europe 1. Je vous souhaite une bonne journée, Linda. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour Claire. Bonjour Monsieur Apathy. Vous êtes à Villers-Bretonneux dans la Somme. Tout à fait, en Hauts-de-France, apparemment. Ah ben oui, maintenant, il faut le dire comme ça, si du moins le Conseil des ministres l'accepte. Parce que... On verra. Mais enfin, disons que c'est bien parti pour que ça soit effectivement les Hauts-de-France. Et donc, vous avez accouché le 11 février. C'est ça, il y a un mois quasiment. D'accord. Voilà, j'aimerais revenir en fait sur deux éléments. Oui, allez-y. La première chose sur l'allaitement. Oui. En fait, je trouve qu'il y a une pression énorme qui est mise sur les femmes au sujet de l'allaitement. On sait que c'est une recommandation de la part de l'OMS. Ça doit rester quand même un choix. Et moi, quand je suis tombée enceinte, la première chose qu'on m'a demandé de la part de professionnels de santé ou de mes patients, parce que je suis kiné, c'était est-ce que vous allez l'allaiter? On a l'impression que c'était la question et que si vous répondiez non ou je sais pas ou je sais pas, je vais téléphoner à un ami, enfin vous regardez avec des yeux l'air de dire mon Dieu, elle va pas allaiter son enfant, c'est grave, etc. Bon, j'ai pas été allaitée par ma maman, je m'en porte très très bien et j'ai fait le choix pour mon enfant de pas l'allaiter et c'est pas grave, mais simplement il y a vraiment une pression importante. Voilà. On va en parler avec Béatrice Blondel. Et le deuxième élément que vous vouliez évoquer, Claire? Donc j'ai accouché au CHU d'Amiens. L'équipe qui m'a accouchée était vraiment géniale, à l'écoute de tout, de mes choix, de la douleur, etc. Par contre, c'est la prise en charge dans le service ensuite de maternité qui n'a pas été, je trouve, à la hauteur. J'en veux absolument pas aux soignants parce que je me mets à leur place et c'est pas de leur faute, c'est la politique en fait qui est menée par l'établissement qui est compliquée. La journée, je ne voyais personne. Je ne voyais personne et on m'a conseillé plutôt de poser mes questions à l'équipe de nuit parce qu'ils avaient plus de temps de s'occuper de nous. Je suis sortie au bout de 3 jours parce que ayant accouché avant midi, ils ont considéré que le jour de mon accouchement faisait partie de ma durée d'hospitalisation. Donc j'ai accouché à 11h55 un jeudi et je suis sortie le dimanche midi. Et on a senti que voilà, fallait que je sorte parce que voilà, c'était 3 jours et puis c'était tout. Oui, le souci c'est qu'il y a eu une erreur d'ordonnance derrière. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'on m'a donné l'ordonnance pour mon bébé, et il y avait des médicaments dedans qu'il n'était pas censé prendre. Et j'ai eu un appel du CHU le lundi en me disant est-ce que vous êtes allé chercher les médicaments, est-ce que vous les avez donnés? Moi, si vous les avez donnés, c'est pas très très grave, mais faut pas continuer parce qu'il y a eu une erreur. On va vous envoyer l'ordonnance correcte derrière.
Alors, ça ne doit pas arriver très souvent, mais Non, bien sûr, quand ça arrive ça à montre soi... que le je comprends. service, Oui, bien que sûr. le système a ses limites quand même. Restez avec nous, Claire. Vous prenez pour commencer par le deuxième aspect, Béatrice Blondel, vous prenez en compte ce que vous disent les femmes qui accouchent. On voit personne dans la journée, on a l'impression d'être un peu abandonné. Vous le prenez en compte dans l'enquête ou cette enquête-là ne va pas jusque-là? En fait, en partie. On a des contraintes pour le recueil des informations, c'est qu'on va interroger les femmes à un moment où c'est possible pendant leur séjour, donc ça peut être assez peu de temps après l'accouchement ou au bout de 3 jours, mais on va pouvoir observer que ce qui se passe à ce moment-là. On va pas suivre les femmes au-delà et savoir comment se passe, par exemple, la sortie de la maternité. En revanche, on pose des questions au niveau de la maternité pour savoir comment la sortie est organisée. Et effectivement, c'est une situation de pas de chance, si on peut dire, parce que ce qui est le modèle le plus souvent utilisé en France maintenant, c'est une proposition de prise en charge par une sage-femme à domicile qui va, et avec un contact qui va être établi à la maternité. Et donc, il y aura un lien qui va s'établir entre la maternité et cette sage-femme. Et donc, ça permet une continuité des soins et de ne pas être abonné à la sortie. Voilà. Et donc, peut-être éviter ce genre de l'erreur ou les situation. conséquences, en tout cas. Oui, parce que dans ce cas-là, on voit une sage-femme aussi, dans le lendemain. Donc, on a tout de suite la... Et sur le premier aspect qu'évoquait Claire, sur la pression sur l'allaitement, oui, ça vous fait un peu sourire, mais parce que vous êtes fréquemment confronté à ça. C'est vrai, il faut pas non plus sourire. Je comprends les personnes, tous les soignants, enfin toutes les personnes que les femmes vont rencontrer pendant leur grossesse et après l'accouchement. Il y a cette connaissance qui est que c'est mieux pour le bébé que cet enfant soit allaité, et donc les personnes informent les mères de cet élément-là. De ce qui est le mieux. Oui, et qui peut être vécu par une pression qui peut être vécu de D'accord. manière désagréable, mais je pense qu'elles doivent le dire. Et après, c'est aux femmes progressivement de prendre leurs décisions et d'adapter s'adapter à la situation qu'elles ont. Voilà, Claire. Merci beaucoup. Comment s'appelle votre garçon, votre fille? Ça va vous faire plaisir. Allez-y. Peyo. Peyo. Oh, alors ça, c'est un prénom basque. Basque et breton. Ah, basque et breton. Ah, breton, ouais. Je ne savais pas que les bretons nous avaient piqué ça, tiens. Ouais. Bon, mais en tout cas, Peyo, vous l'embrassez bien fort de notre part. Ce sera fait. Merci beaucoup, Claire. De rien. Merci. Je vous remercie aussi, Béatrice Blondel, d'avoir accepté de rester pour dialoguer avec les auditeurs d'Europe 1. Je précise que vous êtes responsable de cette étude à l'INSERM, et cette étude est également menée en compagnie de la DRAS, qui est la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques. Donc merci de nous avoir accompagnés dans ce dialogue. Et nous allons maintenant passer au sujet suivant, les réseaux sociaux et les services après-vente. À tout de suite. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et avec vous au 3921, nous allons parler de cette nouvelle mode en matière de services après-vente. Il paraît qu'il suffit de se plaindre sur Twitter ou sur Facebook pour que le problème soit résolu. Si c'était aussi simple, je pense que tout le monde aurait un compte Twitter. Donc... Je grossis le trait. Voilà. Non, ça ne vous ressemble pas, ça. Non, c'est vrai. Bonjour Catherine. Bonjour Jean-Michel, bonjour Maxime. Bonjour. Vous êtes à Pornic? Oui, et il fait très beau. Ah, vous en avez de la chance. Il ne pleut pas à Pornic? Ah non, il fait Comme un temps magnifique, on n'a pas un nuage. Bon, non, je plaisante, bien sûr, évidemment. Donc, c'est gentil de nous consacrer quelques instants. Vous avez appelé le 3921, Catherine, parce qu'il vous est arrivé une histoire singulière. Vous nous la racontez? Oui. Eh bien, on avait prévu avec des amis un voyage en Espagne, à Barcelone, pour tout vous dire. Oui. Et exceptionnellement, j'ai réservé sur une compagnie low cost espagnole. D'accord. Ça, c'était l'été dernier, hein? Oui, c'était un peu avant l'été. J'avais réservé au mois de mai les billets. D'accord. Et on devait partir au mois d'octobre, parce qu'il vaut mieux s'y prendre à l'avance pour avoir des tarifs préférentiels. D'accord. Malheureusement, au mois de juillet, mon mari a fait un infarctus. Oui. Alors, bien sûr qu'il ne pouvait plus prendre l'avion pour faire ce voyage. Donc, j'ai contacté la compagnie low cost en question. Oui. J'ai commencé par une chose toute simple. J'ai d'abord fait un mail. Je n'ai pas eu de réponse. D'accord. J'avais fait des photos de mes billets que j'ai envoyés par mail pour bien leur prouver mes réservations. Oui. Toujours pas de réponse. Ensuite, je me suis adressée à une agence 60 millions de consommateurs, pour ne pas la nommer, oui. Et qui m'ont dit vous allez avoir beaucoup de difficultés parce que vous n'êtes pas la première personne à avoir des soucis de cet ordre et c'est difficile de les obtenir. D'accord. J'ai essayé de leur téléphoner. C'était, vous savez, un système en boucle, c'est-à-dire que il faut appuyer sur le 1, puis sur le 2, puis en fait, vous n'avez jamais personne. Jamais personne, voilà.
Donc, j'ai pas abandonné parce que je suis plutôt une battante. D'accord. Et je me suis dit, mais au fond, il y a les réseaux sociaux. Je suis amie avec vous et Maxime sur Facebook. Ah, très bien. Oui. Nous en Et sommes d'ailleurs, très honorés. Et alors? moi, je suis ravie aussi. Et je me suis dit, je vais essayer. Je vais d'abord essayer par Twitter. Oui. Twitter, ils m'ont répondu en me disant, mais vous avez qu'à contacter de telle façon, on vous répondra. Donc, Oui, ils vous ont répondu, d'accord. Juste ça. Ça les a fait bouger quand même un peu. Oui, un tout petit peu. Et puis, rien. J'ai essayé ce qu'il m'avait indiqué. Je retombais sur un menu en boucle. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Alors, j'ai essayé par Facebook, parce que Facebook, vous pouvez écrire un peu plus long, un peu plus détaillé. Et là, la même chose, même style de réponse. Donc ils résistent. Ils ont compris comment résister aux réseaux sociaux. Ah oui, alors que j'ai eu une autre expérience avec une autre société où là, ça avait marché. J'avais eu une réaction positive. Et pour vous dire, parce que vraiment, c'était très bien, c'est, vous savez, notre ami Georges qui fait du café. Vous voyez? Oui, je vois, oui. Voilà. Oui. Voilà, là, j'ai pas eu de problème. Ils avaient été charmants. Ils m'avaient rappelé. C'est-à-dire, vous avez fait un message sur quoi, Twitter, par exemple, et ils vous ont appelé? Sur Twitter, ça avait très bien fonctionné. C'est Georges qui vous a répondu? Non, malheureusement. Donc ça fonctionne alors. Enfin, ça peut fonctionner. Et là, dans le cas de la compagnie aérienne... non, rien. Donc, et je peux même vous dire, bon, je préfère que mon mari soit tiré d'affaire, mais dans l'histoire, on a perdu plus de 300 €. D'accord. Parce que là, vous allez abandonner un peu, vous savez pas j'ai trop... abandonné. Et pourtant, j'ai même envoyé une lettre recommandée en me disant peut-être qu'ils ont une adresse postale qui n'est en fait qu'un bureau postal. Vous savez, comme ça arrive quelquefois. Ils ne m'ont jamais répondu à ma lettre recommandée. D'accord. Donc, ça ne marche pas à tous les coups. Non. Et c'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux prendre des compagnies régulières. Et c'est pas parce que j'étais chef de cabine sur une grande compagnie nationale que je vous dis ça. C'est vraiment, j'ai été très très déçue pour ma première expérience au poste. D'accord. Très bien. Merci Catherine d'avoir appelé le 3921 pour nous confier votre témoignage. Merci à vous de m'avoir prise. Et je vous souhaite une très bonne journée à Pornic où, je le répète, il fait très beau. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes à Jurançon dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est ça. Pyrénées-Atlantiques. Oui. Et alors, vous avez réservé un hôtel en Angleterre. Ça correspondait pas à vos attentes, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'en fait, on s'est renseigné sur le site TripAdvisor. On peut comparer les hôtels, les prix, il y a des photos. Donc on avait choisi un hôtel qui pour une occasion un peu spéciale, donc un hôtel un peu haut de gamme. On vous entend assez mal là. Oui, j'ai dit on avait réservé un hôtel un petit peu haut de gamme. Oui. Pour une occasion un peu spéciale. Donc on les avait contactés directement. On avait envoyé un mail en disant voilà, est-ce que c'est possible d'avoir une chambre au calme, voilà, en expliquant notre cas. Oui. Donc on ne répond pas de problème, on s'occupe de vous. Et arrivé sur place, on avait une chambre au calme, effectivement, au rez-de-chaussée, face à un mur. C'est-à-dire que le mur de la chambre ne correspondait pas à ce que vous attendiez. Du tout, plus une chambre pas très propre, de la moquette avec des épingles, vous savez, les épingles qu'on met dans les chemises, là. Oui. Les petites épingles pour tenir les chemises qui étaient par terre. Pour aller au but, Sébastien, vous avez essayé de vous faire rembourser, vous n'y êtes pas parvenu? Non, du tout. En fait, on a simplement demandé à changer de chambre. D'accord. Donc, on a changé de chambre. Et sur TripAdvisor, en retour, on a marqué hôtel correct, puisque la chambre... Je suis désolé, Sébastien. Parfois, on vous entend, puis après, votre voix, on ne l'entend plus, et du coup, on a du mal à comprendre. Alors bon, peut-être, les horaires étant ce qu'ils sont, on va peut-être... Je peux donner la fin de l'histoire, si vous voulez. Hélas, clore là la conversation, et c'est Maxime qui, comme souvent d'ailleurs, va donner le mot de la fin. Allez-y. Allez, il a donc laissé, Sébastien, un message, un commentaire sur un site en ligne, le fameux TripAdvisor, et l'hôtel l'a rappelé dès le lendemain, elle lui a proposé de lui rembourser une nuit de séjour. Eh ben voilà. Ben voilà. Voyez, mais vous savez tout, Maxime, vous êtes formidable. Bon, merci Sébastien de nous avoir appelés. Je regrette que l'on n'ait pas pu poursuivre notre conversation sur l'antenne d'Europe 1. Vous nous en excuserez, mais là, vraiment, la ligne n'était pas très bonne. Et nous reprenons ce dialogue demain à 13h10 par l'intermédiaire du 3921.